Donc nous sommes de retour pour ce troisième podcast de la première session. On s'était arrêté sur la question autour d'un petit jeu de données avec 314 gènes. Quels sont les gènes dont l'expression dépend d'un facteur qui était ici le régime à deux modalités, à jeun ou nourri. Alors, on va poser d'abord cette question non pas à l'échelle d'un profil d'expression de gène, mais à l'échelle d'un seul gène. Pour ça, on va poser un cadre, qui est le cadre classique, pour tester s'il y a un effet régime sur une expression gène. On a recours à une méthode classique, l'analyse de la variance à un facteur. Donc le propos de ce podcast n'est pas de rappeler l'analyse de variance à un facteur, mais juste à travers cette diapo, de fixer un cadre que l'on connaît déjà. Donc on appelle YIJ l'expression d'un gène pour le poulet J soumis au régime I. I, ça peut prendre deux valeurs, 1 ou 2. Par défaut, on va dire que I égale 1 correspond au régime à jeun et I égale 2 correspond au régime nourri. Cette expression de gène, on va considérer qu'elle peut être différente selon le régime à travers l'expression mathématique mu plus alpha i avec alpha 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que mu, ça va être l'expression moyenne dans le groupe de référence qui est le groupe à jeun, et mu plus alpha 2, ça va être l'expression moyenne dans l'autre groupe qui est le groupe nourri. Autrement dit, alpha 2, c'est la différence d'expression moyenne du gène entre les deux groupes. Donc le test de l'effet régime, c'est le test de l'hypothèse H0, alpha 2 est égal à 0. Deux manières d'aborder ce test qui sont complètement équivalentes, soit le test de Student de comparaison de moyenne, soit le test de Fisher. On va revenir dans RStudio pour voir tout ça. Alors on va commencer par le test de Student que l'on met en œuvre avec la fonction t.test dans R. Donc je précise que x c'est le régime et là je le mets en œuvre juste pour le premier gène pour vous montrer comment ça se présente. Je lance la commande et j'observe le résultat. En particulier, ce qui va m'intéresser, c'est que la p-value de ce test est de 0,763, ce qui veut dire que dans ce cas-là, je ne rejette pas H0. De manière équivalente, j'aurais pu utiliser le test de Fisher, c'est ce que j'explique dans mon diaporama. Donc pour utiliser le test de Fisher, je commence par ajuster le modèle d'analyse de la variance à un facteur que j'ai présenté. Donc pour ça, on utilise la fonction LM. La formule du modèle s'écrit Y expliqué par X, où Y c'est l'expression du premier gène et X c'est le régime. Je lance la commande, je réclame la table d'analyse de variance et évidemment j'observe la même p-value de 0,763. Ces deux tests sont absolument équivalents. On va beaucoup raisonner maintenant à partir du test de Fisher parce que l'amplitude des applications du test de Fisher est plus grande que celle du test de Student. On peut voir beaucoup plus de modèles intégrant plus d'effets qu'avec le test de Student notamment. En particulier, lorsque je vais vouloir automatiser ce test pour l'ensemble des gènes, la seule chose qui va m'intéresser, que je vais vouloir récupérer, c'est la p-value. Et la p-value, où est-ce que je la récupère? Eh bien, à la première ligne et à la cinquième colonne de la table d'analyse de variance. C'est pour ça que j'ai rajouté une ligne que je lance ici, qui me récupère l'élément à la première ligne et à la cinquième colonne de la table d'analyse de variance. Là, j'ai posé le cadre qui va me permettre d'automatiser ce calcul pour l'ensemble des 303 gènes qui me restent dans mon jeu de données après avoir enlevé ceux qui avaient trop de données manquantes. Pour automatiser, je vais commencer par créer une fonction que j'ai appelée monANOVA, myANOVA. Cette fonction elle a deux arguments. L'argument de groupe, pour nous ça va être le régime, et puis l'argument que j'ai appelé gène qui va être l'expression d'un gène. Dans cette fonction, il n'y a rien de nouveau. Je vais juste mettre en œuvre exactement ce que je viens de faire ci-dessus. La première chose, c'est que j'ajuste le modèle d'analyse de la variance avec la fonction LM. La deuxième chose,
j'extrais la table d'analyse de la variance avec la fonction ANOVA. Troisième chose, je prends simplement l'élément qui est à la première ligne, cinquième colonne, que je mets dans un objet qui s'appelle pval, et c'est ce résultat pval que me retourne la fonction. Je lance cette fonction qui désormais existe dans mon environnement et que je peux utiliser. Comment est-ce que ça marche? J'utilise ma fonction myANOVA pour le premier gène, simplement en fixant les arguments. Groupe, c'est diet. Gene, c'est la première colonne de chicken. Je lance la commande et ça me donne la p-value. Je lance la commande, encore une fois, juste pour illustrer, sur la deuxième colonne et ça me donne la p-value pour la deuxième colonne. Je ne vais pas faire ça colonne après colonne, j'en ai quand même 303. J'automatise le calcul grâce à la fonction apply. Apply, ça va appliquer au tableau chicken, selon la marge colonne, donc selon les colonnes, la fonction myANOVA, avec comme argument fixe de l'application de cette fonction, le même groupe diet. Groupe va être toujours le même, ça va être l'effet régime que je vais tester sur chacune des expressions contenues dans le tableau chicken. Je lance la commande, ça prend un tout petit peu de temps parce qu'il fait 303 analyses de variance à un facteur, et dans le pval que j'ai créé ici, j'ai récupéré le vecteur des 303 p-value de l'effet régime sur chacun des gènes. Évidemment, ce qui va m'intéresser très rapidement, c'est de voir quels sont les gènes pour lesquels la p-value est plus petite qu'un seuil que je me suis donné, et le seuil habituel, c'est 0,05 pour considérer que le test est significatif. Donc je vais appeler gène positif un gène pour lequel la p-value sera plus petite que 0,05. Je lance la commande positive égale pval inférieur ou égal à 0,05 pour récupérer dans un vecteur de booléen la valeur vraie à chaque fois que la p-value sera plus petite que 0,05 et faux lorsque la p-value sera plus grande que 0,05. Et maintenant, je vais présenter de manière triée ascendante les p-values correspondant à ces gènes positifs. Donc la fonction sort, elle me trie de manière ascendante les p-values. Et ce que j'observe, c'est que le gène qui sort comme étant le plus significatif, il a une p-value de l'ordre de 5, 10-4. Il s'appelle hmg.coal.metab. Il est suivi par un autre gène, c1.6b.1.ddrt, qui a une p-value beaucoup plus grande, de 0,023, mais toujours plus petite que 0,05. Et en tout, j'ai donc obtenu 5 gènes positifs, dont j'ai les p-values ici. Je vais revenir sur mon diaporama maintenant pour commenter un peu ce résultat. Alors, 5 sur 314, on peut se dire que c'est assez peu. On a assez peu identifié de gènes dont l'expression se différencie de manière significative entre les deux régimes. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats-là? Est-ce que ça veut dire finalement qu'il n'y a pas de différence d'expression entre les régimes? Mais dans ce cas-là, si le signal est inexistant, à supposer qu'il n'y ait aucun impact des différences entre les régimes sur les profils moyens d'expression, combien de gènes on aurait observé comme étant positifs en moyenne? Pour revenir à cette question, je vais retourner dans le script et je vais utiliser la technique de la simulation. Je vais simuler un jeu de données qui ressemble au jeu de données que je viens de traiter, sauf que je sais que dans ce jeu de données, il n'y a absolument aucun gène pour lequel il y a une différence entre les deux régimes. Ce faux jeu de données d'expression que j'appelle DTA0, il s'obtient en construisant une matrice qui a 27 lignes et 303 colonnes, et chacune des entrées, chacune des composantes de cette matrice est tirée selon une loi normale, avec la fonction rnorm, d'espérance nulle et d'écart type 1.
C'est ce que je fais ici. Le résultat est de dimension 27303, comme le jeu de données que j'ai traité au-dessus. Quand je regarde les 6 premières lignes et 10 premières colonnes, j'observe des valeurs qui pourraient être des données d'expression. En réalité, ce sont des tirages d'une loi normale 0,1. Ce qui est intéressant, c'est que je sais que ces données ne peuvent en aucun cas être différentes, enfin montrer une expression différente entre les deux régimes, puisque en générant ces données, j'ai bien fait attention à ce que chaque entrée soit simulée selon la même loi, quel que soit le régime, la loi normale 0,1. Donc je vais appliquer la même méthodologie. Je vais calculer la p-value, cette fois-ci non pas sur Chicken, mais sur ce faux jeu de données, en colonne, la fonction Mayanova, et je vais voir s'il y a un effet régime. J'obtiens donc une nouvelle liste de p-value, et je vais regarder combien sont positifs. Je lance la commande. De la même manière que précédemment, je présente les p-values correspondant aux gènes positifs ou faux gènes positifs de manière ascendante. Et là, j'observe que j'ai non pas 5 comme tout à l'heure, mais 17 variables, j'ose pas dire gènes, variables positives, donc pour lesquelles la p-value est plus petite que 0,05. La plus petite des p-values, néanmoins, reste plus grande que celle que j'ai observée avec les vraies données, elle est de l'ordre de 0,003. En moyenne, ici, j'ai 5,6% de p-value plus petite que 0,05. J'ai obtenu ce résultat en calculant la proportion, par la fonction min, des éléments du vecteur positif 0 qui valait 1, c'est-à-dire la proportion de gènes positifs. Je vais recommencer en simulant un nouveau jeu de données. Et cette fois, je prends toutes les commandes en même temps, juste pour m'intéresser à la proportion des gènes positifs. Je relance le calcul. J'observe cette fois encore 5,6%. Je relance le calcul. Cette fois-ci 5,9%. Vous avez compris, si je relance le calcul, je vais trouver à peu près la même proportion à chaque fois. Et cette proportion, même si sur les 2 ou 3 cas sur lesquels j'ai testé était un peu au-delà de 5%, cette proportion, de manière théorique, elle est de 5%. Ça veut dire que si j'ai un jeu de données complètement vide de signal biologique, avec aucune différence entre les régimes, lorsque je vais faire mes tests avec un seuil de 5%, pour considérer qu'un gène est significatif ou non, je dois m'attendre à avoir à peu près 5%, c'est-à-dire en l'occurrence ici 15, 16, 17, 18, 19 gènes qui vont être des faux positifs. Une autre manière de voir les choses, c'est de regarder l'histogramme des p-values. Donc toujours pareil, hein, sous l'hypothèse H0, c'est-à-dire que je travaille avec les p-values que j'ai générées avec mon faux jeu de données sous l'hypothèse H0. Lorsque je construis l'histogramme avec la fonction hist, je vois que cet histogramme, il montre quelques variations parce que je n'ai que 314 gènes, mais il ressemble à la répartition d'une loi uniforme, c'est-à-dire une fonction qui vaut 0 partout, sauf entre 0 et 1, où cette fonction vaut 1. En effet, de manière équivalente à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la proportion de p-value plus petite que 0,05, c'est 5%. Une autre manière de dire les choses, c'est de dire que lorsque l'on est sous H0, lorsqu'il n'y a pas de signal biologique, les p-values se répartissent selon une loi uniforme. Ce résultat va être fondamental, d'abord parce que ce type d'histogramme que je viens de construire va nous en dire long sur l'ampleur du signal biologique que l'on cherche à mesurer. En effet, si cet histogramme ressemble à un histogramme plat, comme c'est le cas ici, on va avoir des doutes sur le fait d'être capable d'extraire un signal biologique. Si en revanche, cet histogramme montre un pic au voisinage de 0, c'est-à-dire une surreprésentation des p-values les plus faibles, alors on aura l'espoir de trouver un signal biologique. Donc grâce à cette propriété, qui est le fait que sous H0, les p-values suivent une loi uniforme, on en déduit
que la forme de l'histogramme nous en dit long sur l'ampleur du signal biologique que l'on cherche à détecter. Quand il est plat, il n'y a pas de signal biologique. Quand il y a un pic très fort en zéro, il y a un fort signal biologique. On s'arrête là pour ce podcast.